Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Discuter jusqu'au bout avant l'inéluctable. Pour l'instant, la diplomatie n'est pas parvenue à faire baisser la tension entre la Russie et les alliés. Moscou poursuit ses manœuvres militaires près de la frontière ukrainienne. Washington donne l'impression de tergiverser, tandis que l'Europe peine à s'accorder. Hier soir à Berlin, la menace russe a occupé l'essentiel de la conversation entre Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz. Un tête-à-tête d'une heure à Berlin et plusieurs enjeux pour le chef de l'État, Louis Dragnel. Eh bien, tout d'abord, faire en sorte qu'Olaf Scholz suive la position française, c'est-à-dire la capacité à envisager des sanctions contre la Russie, les nommer, mais surtout la capacité à les mettre en œuvre si la situation dégénère. Alors, dans le détail, le président français a essayé de convaincre son homologue de l'impasse dans laquelle se trouvent les États-Unis qui ne croient plus à une issue diplomatique. Emmanuel Macron lui a fait la proposition d'être un acteur essentiel dans le possible dénouement de cette crise en reformant un couple franco-allemand à l'unisson, leader au sein de l'Union européenne, et cet objectif, essayer de montrer que l'Europe peut être politique et souveraine, la souveraineté de l'Union européenne, un concept auquel le président français est très attaché, mais qui produit peu d'effets pour le moment. Le problème, c'est qu'Olaf Scholz est à la tête d'une coalition très divisée sur la Russie, avec notamment une partie de ses soutiens qui ne croient pas un seul instant à la menace russe. Emmanuel Macron a donc tenté de le convaincre en utilisant des arguments de politique intérieure. Pour terminer, le président français échangera avec Vladimir Poutine ce vendredi l'épreuve de vérité pour Emmanuel Macron. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, la crise ukrainienne sera d'ailleurs au cœur d'un conseil de défense prévu ce matin à 9h à l'Elysée. Autre crise sanitaire, celle-là, les contaminations continuent de s'envoler, même s'il ne faut pas se focaliser sur ce seul chiffre. On a battu un nouveau record, plus de 500 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures hier, plus de 30 000 personnes hospitalisées, mais le nombre de patients admis dans une unité de soins critiques est en baisse. Et dans certains cas, l'infection se traduit par une perte de l'odorat. Et bien des chercheurs rémois ont trouvé la parade pour retrouver les odeurs du quotidien, la cryothérapie. Cet espoir, il se trouve dans un centre de cryothérapie à Bézanne, près de Reims. Les chercheurs ont tenté une expérience, exposer un corps entier à des très basses températures. Eh bien, ça donnerait des résultats intéressants. Reportage Mélina Fachin. C'est dans une grande cabine vitrée, une sorte de chambre froide qui peut contenir 4 personnes debout, que Laure et Isabelle s'engouffrent. On va être à moins 60 degrés pendant 30 secondes. C'est déjà énorme. Ça l'est, mais en même temps, on est sur un froid sec. Au bout de 30 secondes, il y a une petite porte que vous pouvez voir entre les deux sas. On va passer dans le sas thérapeutique, où là, on va être à moins 110 degrés pendant 3 minutes. Allez, go, je suis avec vous, mesdames. Ça picote de partout, c'est très polaire. Ce froid glacial va peut-être permettre aux jeunes femmes de retrouver leur odorat perdu après le Covid. C'est ce que tente à prouver une étude que Bastien Bouchel, le cofondateur de Cryothera, a menée avec des médecins. Sur une population de 30 personnes ayant effectué 2 à 5 séances de cryo, 28 personnes ont eu une amélioration de cette fonction olfactive. Comprendre pourquoi on a cette perte d'odorat, c'est déjà un petit peu difficile. Comprendre comment on peut le récupérer par la chambre de cryo, l'hypothèse est qu'une libération d'hormones anti-inflammatoires permettrait justement de stimuler cet handicap, et c'est ce qui permettrait de le redécouvrir derrière. Les études se poursuivent, sachant que pour l'instant, la cryothérapie ne semble agir que sur la perte de l'odorat, pas celle du goût. Bézanne, Mélina Fachin, Europe 1. Voilà, un petit bain à moins 60 degrés. Inutile d'essayer de faire ça dans une bassine d'eau glacée, vous n'y arriverez pas, sinon vous attraperez un gros rhume. Voilà, tout au mieux. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi ce nouveau geste du gouvernement pour limiter les effets de la hausse des prix des carburants. Le Premier ministre l'a annoncé hier à l'Assemblée nationale. Le barème des frais kilométriques sera relevé de 10%. Concrètement, Carole Ferry, comment cela va-t-il se passer ? Alors ça concerne les Français qui déclarent leurs revenus aux frais réels, c'est-à-dire qui déduisent eux-mêmes de leurs revenus imposables leurs frais professionnels, les repas, les uniformes, un déménagement ou encore donc les frais kilométriques, ce que leur coûte le trajet entre chez eux et leur lieu de travail. Ces frais kilométriques, ils sont calculés en fonction d'un barème qui va être revalorisé de 10%, une revalorisation qui sera appliquée lors de votre déclaration de revenus en avril prochain sur les kilomètres effectués en 2021. Le gain, au final, dépend du nombre de kilomètres parcourus, de la puissance de votre véhicule, de son ancienneté, mais selon les calculs de Bercy, cela représente une baisse d'impôt moyenne de 150 € par foyer. Au-delà de cette ristourne fiscale, le Premier ministre a invité les entreprises à revaloriser également leur barème kilométrique,
pour les salariés qui utilisent leur véhicule personnel. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Alors, l'inflation, conséquence indirecte de la crise sanitaire, il y en a une autre, la prise de distance d'un grand nombre de salariés avec le monde du travail. Aux États-Unis, on appelle ça la grande démission. Alors en Chine, c'est un peu plus profond que cela. Il y a une dimension politique à ce geste. Ils appellent ça le Tangping, les jeunes allongés. La plus grande usine du monde a fini par épuiser sa jeunesse à force de lui imposer ses cadences infernales. Éreintés, les Chinois ont décidé de se révolter à leur façon en restant couchés. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Ils se surnomment eux-mêmes Tangping, c'est-à-dire ceux qui vivent allongés. Une façon de marquer leur opposition à la société de consommation, mais aussi à la culture du travail en Chine. Réaction à un phénomène récent que l'on appelle ici le 996, c'est-à-dire travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours sur 7. Ce qui n'est pas du tout dans les habitudes de Chutian, 25 ans. Sur les réseaux sociaux, les gens disent que nous sommes des jeunes allongés, des Tangping. Et ça me correspond bien, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que l'on passe vraiment toute la journée couché sur le lit à ne rien faire. Moi, je me lève vers midi en général et si je suis motivée, alors je fais un peu de musique. Mais si je suis fatiguée, alors je ne fais rien. C'est moi qui décide au jour le jour. Chutian vit de petits boulots et n'aspire qu'à être tranquille. Une révolte douce, mais qui n'est pas du tout du goût des autorités. Le hashtag Tangping est censuré sur Internet et le Global Times, le quotidien nationaliste chinois, les accuse d'être inutiles et paresseux. Le Parti communiste n'aime pas les jeunes qui se couchent, comme il n'aime pas non plus tous ceux qui se révoltent. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Allez, les sports pour terminer. Le tennis, il fallait se lever tôt pour voir le match cette nuit. C'est fini pour les Français à l'Open d'Australie. Et oui, la dernière représentante française, Alizé Cornet, a été sortie vers 2h du matin en quart de finale. Martin Lange, l'américaine Danielle Collins, était vraiment trop forte. Oui, une défaite nette et sans bavure, un 7-5, 6-1 face à l'américaine Danielle Collins. Mais en disputant son premier quart de finale en Grand Chelem à 32 ans, Alizé Cornet a largement réussi son Open d'Australie. À l'image d'un Gaël Monfils, lui aussi de retour à son meilleur niveau à 35 ans et qui n'est pas passé loin de rallier les demi-finales du tournoi, battu après un combat de près de 4 heures par l'Italien Matteo Berrettini hier. À noter aussi la très belle performance d'Adrian Manarino, 33 ans, tout proche de prendre un set à Rafael Nadal. Bref, les trentenaires, les cadres ont assuré et c'est de bon augure après une saison 2021 cauchemardesque. Aucun huitième de finale en Grand Chelem, c'était une première depuis 1980. En 2022, donc le tennis français relève la tête, porté par ses anciens, mais c'est un peu le revers de la médaille. La nouvelle génération peine toujours à pointer le bout de son nez. Allez, on se consolera ce soir avec le championnat d'Europe de handball. Peut-être la France joue sa qualification pour les demi-finales face au Danemark. C'est à 20h30. Un nul suffit aux Bleus face aux Danois. Ils ne sont jamais aussi bons que dos au mur, les Bleus. Allez les joueurs. Merci. Merci Christophe Lamar.